Alors, puisque vous jonglez avec tous ces instruments monétaires et financiers, Eurobond, pour les Sénégalais lambda, c'est quoi Eurobond? C'est des instruments de financement qui sont les plus courants quand on va sur le marché des capitaux, quand on emprunte auprès des banques. Sur le marché des capitaux, bon, l'eurobond, ça peut être, il peut être en euros, il peut être en dollars, il peut être dans les principales devises. Et c'est le mode de financement qui est disponible dans la plupart des pays des économies avancées, où les banques commerciales, les banques privées financent les gouvernements, financent des projets publics, financent même le secteur privé. C'est des obligations qui sont mises sur le marché pour aider les pays qui n'ont pas assez de ressources, parce que les revenus d'impôts et taxes ne suffisent pas, qui ont des programmes de développement dont ils n'ont pas les moyens, d'aller sur le marché, en plus de l'aide publique au développement qui est en train de décliner et de diminuer au fur et à mesure, pour pouvoir financer les projets de développement et leur développement de manière plus globale. Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée pour maintenant évoluer dans les eurobonds? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée et peut-être aussi un profil de pays devant répondre effectivement à ces normes-là d'eurobonds? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de ticket formel, mais bon, quand une économie atteint un certain niveau de maturité, de viabilité, et qu'il y a une qualité de gestion dans un pays, des perspectives de croissance favorables, ce sont les banques qui approchent les pays pour leur proposer de les financer. Alors, essayons peut-être de progresser en abordant un sujet que vous connaissez très bien, la dette, l'endettement. Puisque d'ailleurs, pour obtenir votre brevet à l'ENAM, vous avez dû justement plancher sur les questions d'endettement du Sénégal. Donc c'était une sorte de prémonition chez vous, ou de précocité, devrais-je dire. Mais dans le fond, tout le monde parle de la dette. Est-ce que tout le monde a raison de parler de la dette? Oui, tout le monde a besoin de parler de la dette parce que c'est le financement de l'État, le financement du développement, c'est une composante importante pour des pays de notre niveau de développement. Je pense que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand les revenus propres d'un pays ne lui permettent pas de se financer, il emprunte. Et quand il emprunte, il n'y a aucun mal. Et quand on emprunte au nom d'un pays, on est, on donne à tous ceux qui sont du pays, à tous ceux qui suivent le pays, de s'intéresser à la question. Parce qu'on emprunte pour faire des choses dans l'intérêt public. Et ce qui rembourse, c'est le public, c'est les impôts, c'est dans la durée, c'est des générations qui vont payer. Donc, c'est un acte public pour un pays de s'endetter, et de s'endetter de manière responsable. Alors maintenant, comment se prépare justement une opération d'endettement au niveau, je veux dire, institutionnel, au niveau de l'État, au niveau de la dette et des investissements? Donc, vous avez été justement le directeur de la DDI. Comment se prépare donc une opération d'endettement? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a une organisation interne pour y arriver? Bon, une opération d'endettement, c'est un peu dans le cycle budgétaire, dans le cycle de préparation du financement des opérations de l'État que ça se prépare. Il y a des services qui ont des portefeuilles de projets. Il y a des besoins financiers énoncés. Il y a une programmation à moyen terme ou même à plus long terme pour le développement du pays. Et les besoins de financement sont évalués et couverts en utilisant la ressource propre qu'on a, les impôts qui en général jusqu'ici sont relativement faibles dans leur proportion par rapport au PIB. On est au-dessous de 20% au Sénégal. En dehors des ressources propres, bon, il y a souvent des opérations qu'on peut faire, sur lesquelles ce n'est pas nécessaire d'élaborer pour simplifier. Et on reçoit de l'aide publique au développement et des financements concessionnels que des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, des bailleurs de fonds financent à des conditions favorables. Quand on a épuisé cette possibilité, parce que chacun des bailleurs a fait des allocations par pays, quand on a épuisé son plafond, il faut trouver d'autres ressources. Et quand on épuise les possibilités favorables, on a tendance à ne pas avoir d'autre choix que d'aller sur le marché si on est éligible. Si un pays, il y a des pays, il y a une quinzaine de pays en Afrique qui sont actifs sur le marché des eurobonds depuis une quinzaine d'années. Mais il y a plein d'autres, ils ne peuvent même pas taper à la porte
parce que l'état de leurs économies, la qualité de la gestion qu'ils ont, leur perspective de développement ne rassure pas les marchés des capitaux. Le capital humain, il joue aussi un rôle, ou bien, enfin, les institutions prêteuses, est-ce qu'elles prêtent de la considération par rapport au capital humain? Pas directement, mais sous l'angle de la qualité de la gestion de l'économie, Oui. de la gestion des États, de leur potentiel de croissance et leur stabilité et la confiance qu'elles inspirent pour qu'ils acceptent, j'allais dire, d'apporter le financement parce que bon, ils l'apportent dans un but de rentabilité. Okay. Donc, oui, donc M. Diallo, une chose est de préparer donc, son plan d'endettement, mais autre chose aussi est de soumettre ce plan d'endettement à des institutions de créance. Maintenant, une fois que le dossier est transmis, à l'échelle donc de cette institution-là, notamment peut-être la Banque mondiale ou le FMI, comment, puisque vous avez été à l'interne aussi dans ces deux institutions-là, comment également le dossier est réceptionné, mais en même temps aussi comment il est examiné pour peut-être voir maintenant les phasages? Bon, en général, c'est plus ou moins standard pour ce qui est des financements. Mais là, il faudrait peut-être préciser que, en fait, le Fonds monétaire n'est pas une institution de financement de développement, ne finance pas de projet. D'accord. Les interventions... Mais le Fonds lutte contre la pauvreté. Oui, indirectement. Et c'est une mission qui s'est ajoutée récemment, après le mal des interventions du Fonds monétaire. Ils se sont ajustés en quelque sorte. Ajustés et pour aussi changer leur image. L'image du Fonds monétaire, qui était donc avec la phase des ajustements structurels des années 80-90, a laissé des marques profondes, surtout en Afrique. On reviendra sur ce point. Voilà. Donc, le Fonds donc, ne finance pas ce type d'intervention. Le Fonds intervient quand il y a une crise, et puis bon, pour les problèmes de balance de paiement, statutairement. Mais ça a beaucoup évolué, comme vous y faites allusion. Mais pour les autres institutions de financement, les banques de développement, il y a des cycles de projets. De la phase où le pays demande un financement jusqu'à la phase où c'est approuvé par le conseil d'administration de l'institution et que les accords sont signés, c'est un cycle de projet qui est plus ou moins standard, partagé par tout le monde, parce qu'il y a des missions d'évaluation vers lesquelles il y a des missions d'identification, des missions d'évaluation au bout du process, pour finir avec un document de projet qui est soumis aux instances de décision de chacune des institutions pour approuver les financements qui sont donnés et ça conduit à la signature d'accords, de prêts, qui sont vérifiés et soumis aux États après signature, et il y a des validations d'instances nationales pour confirmer que les prêts qui sont accordés sont autorisés par les lois du pays, par les instances compétentes du pays, et que c'est sur cette base-là qu'il y a tout ce cycle donc, qui se met en place. Donc, c'est plus ou moins une routine. Hein. Le plus difficile, c'est d'avoir les partenaires au développement d'un pays. En général, ils se distribuent les rôles quand ils sont avec un pays. Très bien. Certains veulent intervenir dans tel domaine plutôt que d'autres. Et le cycle se déroule tout seul, quoi, plus ou moins. Alors, vous dites que le fonds intervient en cas de crise. Mais n'aurait-il pas été mieux pour le fonds d'intervenir avant la crise, en alertant ou en anticipant sur peut-être les situations plus ou moins dysfonctionnées? C'est une très bonne question parce qu'en réalité, on se méprend beaucoup sur ces aspects-là. Tous les pays membres du Fonds monétaire, du plus puissant, les États-Unis jusqu'aux Seychelles peut-être, un des plus petits pays de notre région, tous ces pays sont soumis à une surveillance permanente. Chaque pays membre du Fonds monétaire, chaque année, reçoit une mission du Fonds monétaire pour évaluer la situation économique, voir les risques pour le pays, les risques du pays pour ses voisins et pour l'économie globale, dépendant de la taille des pays. Il y a des pays qui sont qu'on appelle systémiques, voilà, dont la vulnérabilité affecte le reste du monde. On a vécu certaines crises sur lesquelles vous êtes passé tout à l'heure. Donc, c'est les articles ou ce qu'on appelle les articles of agreement, la constitution du Fonds monétaire, qui le fonde, prévoit ce qu'on appelle l'article 4. À l'article 4 de ces accords sur la base desquels les pays adhèrent, chaque année, les pays acceptent de se soumettre à cet exercice
Donc la prévention, c'est un peu cela, au niveau des individus des pays. L'autre mission du fonds, au-delà des réalités individuelles, c'est des réalités régionales. Le Sénégal est soumis à cet exercice comme d'autres. La Banque centrale, compte tenu de son caractère régional, couvre beaucoup de pays, y est soumis chaque année, pour illustrer. Et que cette prévention, c'est un peu le mandat principal qui fait que régulièrement, il y a des rapports et des réunions qui se tiennent au niveau global pour évaluer l'état de l'économie mondiale, les risques avec les gouverneurs, les ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale de toute la planète pour évaluer la situation. Des recommandations sont faites. Certains les suivent, d'autres ne les suivent pas. Les risques existants sont mis en évidence pour alerter les pays sur les dynamiques qui se développent. Il y a un rapport qui est central, ce qui s'appelle le World Economic Outlook, qui est très connu, qui fait l'état de l'économie mondiale 2 fois par an. Tout à fait. Donc il y a des rapports même régionaux bien maintenant. rédigés, bien documentés. Tout à fait, extrêmement... mais maintenant, vous dites que les préventions du fonds et de la banque peut-être sont souvent articulées et que met tout le monde au même niveau justement d'interpellation. Sans doute. Mais j'ai comme l'impression que les pays occidentaux, les pays développés, de façon générale, ils ont même honte de s'adresser au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Du moins, ils ne l'affichent pas. Et parfois, même quand parmi eux, il y a peut-être des trublions qui essaient de dire, voilà, nous sommes dans telle situation, nécessairement, donc le Fonds doit intervenir ou bien en tout cas nous gifler. Tandis que les pays africains, mais à la limite, eux, c'est tambour battant qu'ils affichent leur intention d'aller au Fonds monétaire international. Et on a comme l'impression peut-être qu'ils sont heureux d'aller au Fonds, alors que les autres ont honte d'y aller. Qu'est-ce qui explique peut-être un peu cette géographie de variation, peut-être dans l'attitude que les uns et les autres adoptent vis-à-vis des institutions de Washington? Oui, mais c'est une question très pertinente parce que là, on se méprend aussi, c'est des perceptions de l'extérieur et peut-être un manque de vue historique. Parce qu'à à l'origine, il y avait 44 pays de l'Axe qui ont créé l'institution pour eux-mêmes et ont une coopérative dont la fonction c'était que quand un pays a des difficultés de balance de paiement, il s'adresse au Fonds monétaire, on lui permet de puiser dans la cagnotte le temps de se redresser. Les difficultés de balance de paiement devraient être de court terme ou de moyen terme. C'est ça le rôle du Fonds monétaire. Et vous serez surpris, et peut-être ce n'est pas une surprise, moi j'ai passé un moment en Grande-Bretagne, en Écosse, dans un séminaire, un cours de quelques semaines, et j'ai découvert que la Grande-Bretagne, dans une période qui n'est pas très lointaine, a dû faire appel au Fonds monétaire dans le moment d'une crise économique. On ne parle pas des années 40, mais c'est contemporain, c'est juste avant... C'était sous Thatcher ou bien... Avant Thatcher. Avant Thatcher, ok. Et Edward Heath et autres. Je ne me rappelle plus du Premier ministre à l'époque, mais c'est assez documenté, c'est connu, c'est tellement rare que c'est une illustration de ce que le Fonds monétaire, c'est pour tous les pays qui ont des difficultés. Le Portugal, récemment, l'Ukraine, la Grèce, absolument. Argentine, tous ces pays qui ont eu des difficultés, j'allais dire, ont fait appel au Fonds monétaire. La réalité pour ce qui concerne le continent est assez particulière. Et mérite peut-être qu'on prenne un peu plus qu'on soit plus attentif à l'histoire. Si le Fonds monétaire finance des difficultés de balance de paiement, la plupart des pays africains, et notamment surtout ceux francophones avec le dispositif de garantie avec le franc CFA, c'est des pays dont les difficultés de balance de paiement sont chroniques. C'est tellement chronique que c'est structurel. Et compte tenu de ce que le contrôle sur les développements économiques dans ces pays souvent passe par la France, qui était garante du franc CFA, il y a presque une obligation pour surtout les pays de la zone franc à avoir un programme avec le Fonds monétaire le plus longtemps possible, aussi fréquemment que possible. C'est une garantie dont la France a eu souvent besoin. C'est aussi une façon pour la France de se défausser sur le Fonds monétaire. Sur le Fonds monétaire, parce que surtout maintenant, puisque la France ne peut plus avoir cette influence directe, ils encouragent. Et c'est pour ça que le Fonds monétaire devient un passage obligé pour la plupart des pays qui n'ont pas de ressources suffisantes pour avoir le blanc-seing du Fonds monétaire, pour que les autres partenaires qui ont de l'argent à donner dans le cadre de l'aide et ceux qui veulent investir en tant que banque sur le marché financier, ils aient une assurance que
les pays vont se gérer d'une manière structurée, qu'il y a une surveillance rapprochée de ce qui se passe et qu'il y a une garantie qu'ils seront remboursés des dettes qu'ils accordent. Et au bout du bout, donc, le fonds, il a deux chiffons. Un chiffon rouge et un chiffon blanc. Il l'agite en fonction de la conjoncture et des circonstances. On peut le présenter comme ça, mais la réalité, c'est qu'aucun pays n'est obligé de s'adresser au Fonds monétaire. Personne, aucun pays n'est obligé. Le Fonds monétaire n'intervient qu'à la demande des pays. Il y a des pays pour lesquels il y a des consultations se font. Ils mettent en évidence les vulnérabilités, font des recommandations pour changer certaines politiques. Mais dans le cas du Sénégal, si nous revenons maintenant dans notre propre pays, dans le cas du Sénégal, à un moment donné, les nouvelles autorités semblaient dire peut-être que, compte tenu peut-être de leur attachement au souverainisme, ils voulaient se soustraire donc au dictat entre guillemets du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Mais plus tard, quand les choses se sont un peu corsées, on a vu que peut-être il y a eu un retournement de conjoncture qui a favorisé sans doute un retour vers le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est un problème de compréhension peut-être du rôle du Fonds monétaire qui se joue là. Comme j'ai dit, aucun pays n'est obligé et les équipes du Fonds monétaire qui viennent dans les pays ne peuvent pas, dans les conditions actuelles en tout cas, ça a pu être le cas pour des raisons que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, avant avoir un programme avec le Fonds monétaire, dans les conditions où les pays n'avaient pas accès à l'aide publique au développement, était indispensable. C'était le seul moyen de sortir des crises quand les pays n'avaient pas accès au marché, qui n'avaient pas d'autres ressources que l'aide publique au développement fournie par les pays de l'OCDE. C'est des subventions ou des aides à des conditions constitutionnelles données par des États. Le seul moyen de sortir des crises, des dettes qu'on a connues, c'est de s'adresser au Fonds monétaire, parce que si vous n'avez pas un programme avec le Fonds monétaire, vous n'avez pas un rééchelonnement de votre dette auprès du Club de Paris, et les autres qui doivent vous aider ne vous financent pas. C'est comme ça que c'était structuré. Maintenant, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure en ce qui concerne la disponibilité du financement ailleurs que de la dette publique au développement et auprès de sources commerciales sur le marché, un pays peut choisir de ne pas parler au Fonds monétaire et trouver même des solutions, parce que vous serez surpris dans les statistiques, si elles étaient faites, le nombre de pays africains, surtout francophones, qui s'adressent au Fonds, comparé aux autres pays du monde, c'est disproportionnellement élevé en Afrique et dans les zones francs. Parce que justement, il y a cette subordination et cette vulnérabilité qui fait que les pays sont obligés de satisfaire les demandes des partenaires qui ne sont rassurés que quand un pays se gère mal, c'est ça qui est l'origine des difficultés, et que le fonds est obligé, est disponible. C'est son mandat, il est disponible, mais personne n'est obligé. Quand le programme est fait, justement, pour sortir d'une situation, les partenaires ont besoin d'avoir une assurance, une garantie que le redressement programmé et les plans de redressement énoncés ont eu l'évaluation des experts du Fonds monétaire, une validation pour dire que ce programme tient la route, le pays peut se retrouver sur ses jambes dans un horizon de 3-4 ans, c'est le moyen terme en général, et le programme, et en ce moment, les fonds que nous avons pourvus, on les libérera. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours JDD qui reçoit avec beaucoup de plaisir donc Mamadou Wuri Diallo, inspecteur du Trésor. Monsieur Diallo est ancien fonctionnaire aussi de la Banque mondiale. Monsieur Diallo, quand on parle chez nous, puisqu'on reste au Sénégal, de notre conjoncture, qui n'est pas très rose, mais on a parlé souvent de la dette cachée. Est-ce que c'est glorieux de la part du Fonds monétaire et de la Banque mondiale que d'entendre dire qu'ils ont laissé passer des dettes cachées? Et quelle est la signification réelle, si véritablement il y a un sens donné effectivement à la dette cachée, quelle est la signification réelle d'une dette cachée? Peut-elle être d'ailleurs cachée? Oui, je pense que l'expérience des dernières années en Afrique et ailleurs montre qu'on peut cacher la dette. Et dans le cas du Sénégal, on a caché la dette, littéralement, avec intention. Avec intention. Ah oui, avec intention, ça c'est clair. Si vous lisez les rapports, en tout cas, le rapport que je juge être le plus pertinent à la matière, c'est le rapport de la Cour des comptes. Je n'ai pas vu le rapport de l'IGF, mais il est clairement établi qu'il y avait une intention très claire de se soustraire un peu à la surveillance du Fonds monétaire qui, malheureusement, n'a pas été suffisamment vigilante sur le plan technique. C'est une faute, je dois dire. Imputable à qui? Imputable à ses services, parce que, vous savez, quand vous avez un programme avec le Fonds monétaire négocié, vous avez des objectifs quantitatifs
et des critères que vous devez remplir et qui sont évalués périodiquement, tous les semestres, ou en tout cas des durées périodiques, pour vérifier que vous avez atteint les objectifs, que vous avez fait les réformes et que sur le plan quantitatif, vous êtes dans les paramètres qui ont été préalablement négociés. Et la dette, les milliards de dollars dont on a parlé, équivalent à quelque chose comme presque le quart du PIB de notre pays, Oui. Ce n'est pas de petits montants, ce n'est pas excusable. Donc, le Fonds monétaire lui-même n'est pas infaillible. Ah non, pas du tout. Et à la limite même, il y a donc une faille. Oui, mais je pense que c'est même reconnu au niveau du Fonds monétaire. Actuellement, si j'en juge par ce que j'ai lu et les discussions que j'ai eues en aparté à l'occasion, il y a des audits internes pour comprendre comment cela a pu se passer. Parce qu'il y a des données qui sont fournies, même si un pays ne fournit pas les données fiables, Oui. les équipes qui viennent visiter le pays pour ont des moyens, pour par déceler un recoupement, parfaitement, oui. 7 milliards de dollars sur une durée dans une économie. Si les équipes du fonds ne sont pas en mesure, j'allais dire, de savoir que c'est dans l'économie, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas fait leur boulot. Mais quelque part aussi, peut-être, bon, ils avaient en face d'eux des gens doués pour peut-être bon, le camouflage. Il y a certainement de cela, parce que c'est même pas des... Je ne dirais pas que c'était des gens doués. Je pense que, si je dois être honnête avec vous et vous dire ce que je pense qu'on était dans la violation dans le piège flagrante oui. de toutes les règles qui régissent les finances publiques dans notre pays. Aussi bien au moment où les fonds, les engagements financiers ont été souscrits en marge de la loi et du règlement, que les fonds ont été utilisés dans le cadre du respect des règles de la comptabilité publique, il y a des pratiques mises en évidence par la Cour des comptes qui jurent avec la réputation, la crédibilité des administrations, en tout cas de l'administration de l'économie et des finances que je connais un peu. Le souvenir que j'ai quand j'y étais, Oui. il y a de nombreuses années, j'ai du mal à imaginer ce qui a pu se passer et qui a fait que cette dette a pu être contractée, être utilisée, indûment utilisée, avec la participation ou l'exclusion d'acteurs majeurs. Le rempart que représente par exemple le Trésor public a failli sur beaucoup d'aspects. Mais ce que vous dites est très grave, M. Diallo, parce que quand même, notre administration, surtout la haute administration, vous en êtes un exemple achevé, la haute administration sénégalaise est vantée partout pour être vraiment une administration à cheval sur voilà, les principes de rigueur, de qualité de gestion, de gouvernance. Si peut-être bon, ça, dans une période donnée, on s'en aperçoit, peut-être que l'administration à laquelle vous appartenez n'est plus la même. Ah non, je dois dire que je ne la reconnais pas. Et je suis surpris parce que moi, je dois dire rapidement, pour que vous puissiez comprendre mon sentiment, moi, ma carrière, je l'ai faite à collecter des impôts, à Pékin, pour l'État, pour la mairie de Dakar. Je sais ce que ça coûte de prélever des ressources, de faire du recouvrement. Auprès des citoyens. Ouais. J'ai fait passer du temps à mobiliser les financements extérieurs, bilatéraux, multilatéraux, en période d'ajustement structurel pour qu'on paye des salaires de fin du mois, qu'on alimente les hôpitaux, qu'on paye les bourses à l'université, que les courses fonctionnent au mois, le mois. Ce n'était jamais gagné d'avance. J'ai été témoin, j'ai participé dans ce processus et je sais ce que ça valait. Mais c'est un travail d'arrache-pied. Et ce travail, je pense que je ne peux pas ne pas, pour donner une référence explicite, parler de la fin de l'ajustement structurel après la dévaluation du franc CFA En 1994 en 1994, quand le Sénégal est revenu à une viabilité financière après des sacrifices de plus d'une vingtaine d'années. Il y a une marque que ça a laissé, et je me rappelle l'ancien ministre du budget, qui était mon patron, Lamine Loum. Oui, que nous saluons au passage. Que je salue au passage et je présente mes respects. Il nous a, à une réunion de coordination du ministère, dit il faut qu'on réfléchisse aux 20 dernières années et à l'ajustement structurel. Il faut que ça nous serve. Les leçons apprises sur comment la culture d'ajustement doit être la valeur fondamentale pour éviter que notre pays retombe dans des situations
humiliantes, entre guillemets, comme celle-là, Oui. il faut que nous en tirions les leçons et que notre culture d'administration et l'efficacité de l'administration puissent nous mettre à l'abri. Je constate, avec tout ce qu'on a dit sur la dette cachée, et la manière dont beaucoup de choses qui y sont rattachées sont évoquées, qu'on n'a pas l'administration. L'administration ne s'est pas améliorée, malgré toutes les réformes avec l'UMOA et tout ce qu'on a mis, les cadres budgétaires, toutes les réformes dont on parle. La vulnérabilité de notre dispositif a été mise en évidence avec la dette cachée. Et je pense qu'il y a un besoin de réformes extraordinaires. Et c'est au niveau institutionnel, hein, je dois dire. Oui, bien sûr. Vous avez, le rôle de l'Assemblée nationale doit être revu. On parle de contrôle. Ce rôle de contrôle est vidé de son sens, parce que l'Assemblée nationale ne contrôle pas grand-chose. Il y a un article de la loi de finances qui autorise le président de la République à emprunter à concurrence d'un montant. L'Assemblée nationale n'a aucun moyen pratique, ne s'est pas doté des moyens pratiques, pour surveiller et même périodiquement et contrôler. Dans beaucoup de pays, hein, quand l'État emprunte, c'est soumis à ratification de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, on n'a pas cette ratification. Le président de la République ou l'exécutif peut emprunter sans que qui que ce soit en mesure de vérifier qu'ils sont près de la limite, en dessous de la limite, et que les conditions dans lesquelles ils empruntent sont acceptables, ne sont pas acceptables. Et je pense que sur le plan institutionnel, il y a des choses à voir avec l'Assemblée nationale. Mais cette étape, elle est en amont ou en aval? Elle est en amont et elle devrait être en aval aussi. En aval aussi, okay. Parce que bon, il y a le contrôle. À l'autorisation, quand elle est donnée, au moment où la loi est votée, il y a un contrôle en cours d'exécution. Maintenant, on fait des rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Il y a même un bulletin qui devrait sortir sur la dette publique. C'est des moyens par lesquels le public, auquel l'État est redevable, et les institutions publiques devraient se soumettre pour que, j'allais dire, on puisse, après avoir donné l'autorisation, contrôler. Le seul contrôle qui est juridictionnel, c'est celui de la Cour des comptes, mais après exécution du budget. C'est trop tard. Alors, donc, s'il y a cette absence, disons, de procédure de vérification et de contrôle, ça affaiblit à la limite même toutes ces instances que vous avez connues et auxquelles vous avez contribué peut-être à fortifier. Mais, chemin faisant également, on a comme l'impression peut-être que une part de l'administration est en train de dégringoler. Et il faut tirer le haut là. Je suis tout à fait... Ça, c'est ce que je constate et observe. Bon, si vous prenez le temps de passer en revue le rapport de la Cour des comptes, il y a des choses qui sont décrites. Je dois dire, j'ai du mal à croire que ça ait pu se faire. Qu'on emprunte... Et vous donnez crédit à la Cour des comptes pour ce qu'elle oui, oui, bon, en tout cas pour le narratif, oui. Les exemples qu'ils ont donnés, et il y en a un grand nombre significatif. Je ne parle pas de tout. Mais l'impression que ça donne, c'est que sur ce qui est significatif, on a presque, j'allais dire, on a contourné les services publics, notamment du Trésor public, dans beaucoup d'opérations. Les autorités politiques se sont immiscées dans des fonctions administratives, parce que moi, quand j'étais directeur des investissements, j'étais ordonnateur de budget d'investissement, délégué du ministre. Le ministre ne se mêle pas de transactions financières. Il se directement. Il se met au-dessus. On lui rend compte, on agit en son nom et de temps en temps, il autorise, supervise et on lui rend compte. Mais la manière dont c'est décrit, c'est des actes. Il y a des comptables de fait, des gens qui ne sont pas comptables mais qui agissent en comptable, qui ne sont pas de l'ordre des comptables. Il y a des procédures qui sont contournées, des comptes qui sont ouverts, qui sont alimentés par des ressources dont l'origine n'est pas explicite, sur lesquels le comptable n'exerce aucun contrôle. Des dépenses sont faites sur des comptes de dépôt sous le contrôle de comptables publics, qui ne sont pas mis dans la situation de contrôler la nature des dépenses qu'on leur demande de faire, ni l'origine des fonds qu'ils mettent dans des comptes chez eux. Je pense que ça, c'est l'aspect peut-être le plus flagrant. Il y a un autre aspect qui me paraît, dont on ne parle pas assez, c'est la dette bancaire. Dans cette fuite et ce besoin d'aller chercher l'argent en dehors de toutes les règles, le système financier, les banques locales au Sénégal, personne ne veut en parler de manière approfondie, elles ont été la principale source des dérapages dont on est en train de parler. Mais, M. Diallo, à l'intérieur de l'État, il devait y avoir
des contre-pouvoirs pour arrêter un peu les abus justement d'un certain nombre de services ou bien peut-être de profils qui sont détenteurs d'un pouvoir? Oui, je pense que c'est là que la question de l'administration publique dans son rôle de service de l'État et de respect des règles de son indépendance, son autonomie se joue. S'il n'y a pas de... Si les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires en général ne sont pas soumis à l'autorité de la loi et ont un esprit de service de l'État et de leur pays, et que le loyalisme ou en tout cas la loyauté politique ou les affiliations politiques jouent au niveau de prise de décision au détriment de la loi et du règlement, c'est des choses comme celles-là sont susceptibles de se passer. Deux petites questions, parce que moi je suis un peu saisi d'émoi par ce que vous venez de décrire. Le Fonds monétaire international s'immisce dans le débat public, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez justement aux affaires. On a comme l'impression peut-être que de ce point de vue-là aussi, il y a eu un changement d'échelle. Que le fonds arrive, ils sont connus, ils sont su, on les voit dans les rues, on les voit peut-être dans certains cercles. Ils participent même au débat national. Est-ce que c'était ça l'objet, parce qu'auparavant, ils étaient discrets. Qu'est-ce qui explique que peut-être ça change de nature un peu quand ils arrivent dans un pays pour les interventions ou les... Ce qui l'explique, c'est une institution qui était secrète, je dois dire. Parce que moi, j'y ai fait un stage bien avant et je me rappelle que pour y entrer et même pour avoir des informations, c'était compliqué. Mais le monde a changé. Il y a un problème de redevabilité globale, il y a des normes de gouvernance auxquelles toutes ces institutions sont soumises. Et aujourd'hui, il y a un problème de ce qu'on peut appeler c'est un peu l'image. Il y a un problème d'image. Le Fonds monétaire a un défi à relever dans certaines circonscriptions, dans certaines parties du monde, compte tenu du passé dont je vous ai parlé. L'ajustement structurel et l'image du fonds n'a jusqu'ici pas pu être revue et améliorée pour être acceptée. Ce qui fait que dans un souci de communiquer, pour essayer de répondre, maintenant vous avez chaque semaine, vos collègues à Washington, il y a une conférence de presse, il y a une directrice de la communication qui dit voilà où on est et les gens posent des questions, surtout. Donc on est obligé de répondre d'une manière ou d'une autre. Oui, je l'ai suivi. Et l'opinion, et c'est standard, c'est une politique, ça se passe toutes les semaines. Donc dans les pays aussi, vous avez une opinion publique qui ne peut pas se suffire de ce qu'on est en train de dire. Malheureusement, beaucoup de choses se disent qui ne sont pas tout à fait avérées, mais il y a des soucis, les gens sont soucieux de savoir comment se fait-il que le pays ne puisse pas avoir un programme avec le Fonds monétaire. Ils nous empêchent, c'est eux, c'est le... Non. Et je pense qu'il y a il y a des choses à ramener dans l'ordre, dans un souci de responsabilité et peut-être même de souveraineté, parce que la souveraineté commence par assumer les responsabilités qu'on a. Si notre pays n'est pas géré d'une manière qui lui assure sa stabilité, sa viabilité et qu'on a des difficultés, on doit trouver une solution. Le Fonds monétaire a été créé et est disponible. On est membre du Fonds monétaire parmi les 191 pays membres. On en est un. Les services du Fonds sont disponibles pour nos pays. Nous pouvons choisir ou ne pas choisir, mais nous avons la responsabilité de trouver une solution. Et si nous cherchons une solution, il vaut mieux la trouver rapidement et la trouver de manière explicite et transparente. Autrement dit, à l'interne. À l'interne. Il n'y a rien d'exclu parce que le Fonds monétaire peut venir en mission de consultation. Vous leur dites, on n'a pas besoin de vos ressources, on n'a pas besoin de programme. Voilà ce que nous envisageons de faire. Et puis bon, si vous avez des avis, des commentaires et peut-être même une assistance technique pour nous aider à faire une évaluation des recettes qui sont projetées, sur par exemple certaines choses qui ont un caractère technique sur lesquelles nous ne sommes pas peut-être très bien équipés, où nous avons des doutes, où nous avons besoin d'un avis indépendant, vous faites le tout et puis vous dites merci. L'équipe rentre à Washington, le conseil d'administration n'a rien à y voir et puis le pays reste soumis à l'article 4 annuel et le pays se gère tout seul. Et c'est le cas de 100 et quelques pays au monde, dans des pays où on ne parle pas du Fonds monétaire, même en Afrique. Un pays comme le Ghana, le Nigeria et d'autres, parler du Fonds monétaire, c'est un révélateur des insuffisances, du pays et des hommes politiques qui gèrent le pays en ce moment-là. Il y a une question d'orgueil aussi. Exactement, il y a d'orgueil, mais je pense que si on ramène les choses en l'endroit, c'est de se rendre compte qu'on a des difficultés, c'est pour ça que le Fonds monétaire est là. Puisqu'il est là,
on doit discuter et on a besoin de ses ressources et on a besoin de son influence, de son effet, j'allais dire, de signalement qu'on fait de bonnes choses et on est en train de régler, de trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, nous avons fait le tour.